Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration approfondie d'un sujet médical qui peut être assez spectaculaire. L'hémorragie digestive. Bonjour. Oui, spectaculaire et surtout une urgence fréquente. C'est un saignement qui vient de n'importe où dans le tube digestif en fait, de l'œsophage jusqu'au côlon. Et on va s'appuyer pour notre discussion sur un chapitre médical, le chapitre 51, qui traite justement du diagnostic, de la prise en charge initiale des causes. Exactement. Et de comment on traite tout ça. C'est une cause d'admission fréquente en soins intensifs, faut pas l'oublier. Donc, l'idée, c'est de décortiquer un peu les points essentiels. Parfait. Alors commençons par la base. Comment on sait qu'il y a une hémorragie digestive? Le plus évident, j'imagine, c'est de voir du sang sortir. C'est ça. Soit par la bouche, soit par l'anus. C'est le mode de révélation le plus direct, on va dire. Parce que la personne devient anémique, elle manque de fer. Une anémie fériprive, c'est ça? Tout à fait. Le saignement est chronique, très faible, occulte, comme on dit. On ne le voit pas dans les selles à l'œil nu. C'est une cause majeure d'anémie chez l'homme ou chez la femme après la ménopause. Et la deuxième cause chez la femme non ménopausée, d'après nos sources. Exact. Donc, une anémie inexpliquée doit faire penser à ça. Et quand le sang est visible, alors? Il y a différentes formes, on dirait. L'hématémèse, d'abord. Oui, l'hématémèse, c'est vomir du sang rouge bien vif. Là, en général, il n'y a pas trop de doute. Ça signe une origine haute, c'est bien ça? Œsophage, estomac. Œsophage, estomac ou le tout début de l'intestin, le duodénum. C'est forcément en amont de l'angle de Treitz, pour être précis. Mais il faut faire attention à ne pas confondre. Oui, attention, ça peut ressembler à du sang qui viendrait des poumons, une hémoptysie, ou même un gros saignement de nez qu'on aurait avalé, une épistaxis déglutie. Mais bon, vomir du sang rouge, ça oriente très fortement vers le digestif haut. D'accord. Ensuite, il y a le méléna. Ça, c'est différent. Ah oui, le méléna. Ce sont des selles très noires, un peu comme du goudron, collantes, et surtout très malodorantes, fétides. C'est du sang qui a été digéré par les sucs digestifs et les bactéries. Et ça suggère une origine où, alors? Ça suggère aussi une origine plutôt haute, ou du moins en amont de la fin du côlon droit. Il faut que le sang ait eu le temps de transiter et d'être transformé. Petite précision utile mentionnée. Les médicaments à base de fer, ah oui, très important. Le fer, ça colore les selles en noir. Ça peut faire peur, mais ce n'est pas du méléna, c'est juste noir. Pas l'aspect goudronneux ni l'odeur caractéristique. Bien noté. Et la troisième forme visible, c'est la rectorragie. Ou hématochésie, oui. Là, c'est l'émission de sang rouge vif par l'anus, du sang non digéré. Donc là, on pense tout de suite à une origine basse. Le côlon, le rectum. Le plus souvent, oui. C'est l'hypothèse la plus probable. Mais il y a un mais important. Lequel? Si cette rectorragie est vraiment très abondante, massive, eh bien, ça peut être un piège. Ça peut masquer une hémorragie très sévère qui vient en fait de beaucoup plus haut, comme l'estomac ou le duodénum. Ah oui, comme ça. Si ça saigne très fort et que le transit est rapide, le sang n'a tout simplement pas le temps d'être digéré avant de sortir. Et ça, c'est une urgence vitale absolue. Une rectorragie massive, c'est toujours très inquiétant. D'accord. Donc l'aspect du sang donne une orientation, mais il faut rester prudent. Et si on suspecte un saignement, mais que la personne n'a rien vu, elle n'a pas décrit d'hématémèse ou autre, là, un geste simple, mais fondamental. Le toucher rectal. Ça permet de chercher activement s'il y a du méléna ou du sang rouge que le patient n'aurait pas identifié. Et la sonde nasogastrique, la sonde dans le nez jusqu'à l'estomac. Utile ou pas? Son utilité est, disons, limitée. Si on aspire du sang, ça confirme bien une origine haute, c'est sûr. Mais si on n'aspire rien, ça n'élimine absolument pas une hémorragie haute. Le saignement peut être intermittent ou venir du duodénum juste après l'estomac. Donc on ne peut pas se fier à un résultat négatif. Compris. Bon, maintenant qu'on a une idée du diagnostic, la réaction immédiate, ça dépend de l'état de la personne, j'imagine, hein? Totalement. La première chose, c'est d'évaluer l'état clinique. Est-ce que la personne est stable ou est-ce qu'il y a des signes de gravité, des signes de choc hémorragique? Et là, un point qui revient souvent dans les sources, le signe d'alerte numéro 1. La tachycardie. Exactement. L'accélération du rythme cardiaque. Pas forcément la tension qui chute tout de suite? Non, pas forcément. Le corps a des mécanismes pour compenser la perte de sang au début. Il resserre les vaisseaux, la vasoconstriction pour maintenir la pression. Mais le cœur, lui, doit battre plus vite pour maintenir le débit. Donc un pouls rapide, c'est souvent le premier signe que quelque chose ne va pas, même si la tension est encore dans les clous. Il faut vraiment se méfier de ça. Absolument. Et encore plus chez les patients qui prennent des bêta-bloquants.
Ces médicaments ralentissent le cœur, donc ils peuvent masquer cette tachycardie d'alerte. C'est un piège classique. Il faut aussi chercher une détresse respiratoire, bien sûr. Donc, on a en gros 2 scénarios. Premier cas, la personne est stable, pulse correct, tension bonne, pas de signe que ça saigne activement. Dans ce cas, la prise en charge peut se faire dans un service d'hospitalisation classique. Idéalement, un service de gastro-entérologie pour faire le bilan et l'endoscopie plus en sereinement. Et le deuxième cas, la personne est instable. Tachycardie, tension basse, ça saigne fort, la personne est confuse, elle respire mal ou elle a d'autres maladies graves. Alors là, c'est l'urgence vitale. Il faut agir très vite. On appelle le réanimateur immédiatement. Transfert en soins intensifs ou en réa direct. Oui, et là, on met la grosse artillerie. Monitorage continu, scope cardiaque, saturation, tension, pose d'au moins 2 bonnes voies veineuses périphériques, des gros cathéters pour pouvoir passer beaucoup de liquide ou du sang rapidement. Et côté prise de sang... Bilan biologique en urgence absolue. Groupe sanguin, 2 déterminations pour être sûr, Rhésus, RAI, la recherche d'anticorps irréguliers, c'est indispensable pour transfuser en sécurité. NFS pour voir l'hémoglobine. Mais attention, vous disiez que l'hémoglobine peut être normale au début. Exactement. Au tout début du saignement, le sang est perdu en bloc. L'hémoglobine ne chute qu'après, quand le corps se remet à niveau, en liquide ou quand on perfuse. Donc un chiffre normal au début ne doit pas rassurer si la clinique est mauvaise. Il faut aussi un bilan d'hémostase complet. TP, TCA, INR si la personne prend des AVK, dosage de l'anti-XA si elle prend des héparines ou certains AOD. Et pendant qu'on fait tout ça, l'objectif c'est de stabiliser la personne. C'est la priorité absolue. D'abord, on arrête ce qui fait saigner. Les anticoagulants, on les stoppe. Et on discute même de donner l'antidote si c'est possible et nécessaire. Les antiagrégants plaquettaires aussi, type aspirine, Plavix. Même si c'est parfois compliqué, s'il y a un stent récent par exemple. Oui, là c'est une discussion difficile, au cas par cas. Si le stent a été posé il y a moins d'1 mois, arrêter les antiagrégants est très risqué. C'est une balance bénéfice-risque complexe. Ensuite, il faut restaurer le volume sanguin. Le remplissage ? C'est ça. On commence souvent par des solutés dits cristalloïdes, comme le sérum physiologique, NaCl 0,9%. Mais on n'en met pas des litres et des litres d'emblée, juste de quoi remonter un peu la pression, genre 500 ml à 1 litre maximum au début. Sinon, on risque de trop diluer le sang qui reste et les facteurs de coagulation. Et très vite, si c'est grave, on passe au sang ? Oui, au concentré de globules rouges. Les CGR. En cas d'urgence vitale, on n'attend pas un seuil d'hémoglobine précis. Ça dépend de comment la personne tolère le saignement, de la rapidité de la chute. Comme vous disiez tout à l'heure, quelqu'un qui passe de 15 à 11 d'hémoglobine en 1 heure, c'est très inquiétant, même si 11 peut paraître pas si bas. Qu'est-ce qu'on vise comme objectif pour dire que la personne est stabilisée ? On cherche à avoir une fréquence cardiaque sous les 100 par minute, une pression artérielle moyenne, la PAM, au-dessus de 65 mmHg, que la personne se remette à uriner correctement, plus de 30 ml/h, ça montre que les reins sont perfusés, et un taux d'hémoglobine qu'on essaie de maintenir entre 7 et 9 GDL chez la plupart des gens. Un peu plus haut si la personne est fragile. Oui, si elle a une maladie cardiaque ou respiratoire sévère, ou si le choc persiste, on peut viser un peu plus, au-dessus de 9 GDL. D'autres choses importantes à faire à ce stade ? Oui, mettre de l'oxygène pour assurer une bonne saturation, au-dessus de 95%, et commencer des médicaments. Quasi systématiquement, un inhibiteur de la pompe à protons, un IPP en intraveineux. Pourquoi les IPP tout de suite ? Parce qu'ils réduisent très fort l'acidité de l'estomac. Et un pH moins acide, ça aide le caillot à se former et à tenir sur un éventuel ulcère. Ça peut freiner le saignement en attendant l'endoscopie. Et si on suspecte une cause liée à l'hypertension portale, une rupture de varices œsophagiennes. Chez une personne avec une cirrhose, par exemple ? Voilà. Alors là, on ajoute un autre médicament spécifique, soit l'octreotide, soit la terlipressine, qui agissent sur la pression dans ses veines. Et un point très spécifique aux patients cirrhotiques mentionné dans la source, les antibiotiques. Ah oui, crucial. Chez un patient cirrhotique qui saigne, le risque d'infection est majeur, surtout l'infection du liquide d'acide. Les bactéries de l'intestin peuvent passer plus facilement dans le sang. Donc c'est systématique. On commence une antibiothérapie préventive dès le début. Souvent une céphalosporine 3e génération ou une fluoroquinolone. D'accord. Une fois qu'on a fait tout ça, que la personne est, on l'espère, stabilisée, il faut trouver la cause exacte du saignement. C'est l'étape suivante, oui. L'interrogatoire, le type de saignement, le contexte nous ont déjà un peu bidé. Mais l'examen clé, celui qui va vraiment voir la lésion, c'est l'endoscopie digestive. La fameuse caméra qu'on introduit
Exactement. Soit par le haut pour voir œsophage, estomac, duodénum. C'est l'EOGD, l'endoscopie œsophago-gastro-duodénale, qu'on appelle souvent fibro- ou gastroscopie. Soit par le bas pour le côlon et le rectum, c'est la coloscopie. Et ces examens permettent de trouver la cause dans la plupart des cas. Oui, dans environ 95% des cas, on arrive à identifier la source du saignement grâce à l'endoscopie. Et elle ne sert pas juste à regarder l'endoscopie. Non, c'est ça qui est formidable. Elle permet aussi d'évaluer le pronostic, le risque que ça ressaigne. Par exemple, pour les ulcères, il y a la classification de Forrest qui décrit l'aspect d'ulcère. Et surtout, l'endoscopie permet souvent de traiter en même temps. Ah oui, l'hémostase endoscopique. Voilà. On peut injecter des produits, poser des petits clips métalliques, utiliser la chaleur pour coaguler un vaisseau ou mettre des élastiques pour ligaturer des varices. Quand est-ce qu'il faut faire cette endoscopie ? L'EGD pour les saignements hauts, par exemple, c'est toujours urgent ? Ça dépend de la situation clinique. Si le saignement semble actif, si le patient est instable ou l'a été, si les rectoragies sont très abondantes et qu'on suspecte une origine haute, ou si le patient a des comorbidités graves, alors oui, le EGD doit être fait en urgence dès que possible après la stabilisation hémodynamique. Et si le patient est stable et que le saignement semble s'être arrêté ? Si on suspecte une origine haute chez un patient stable, on parle de semi-urgence. Il faut faire l'EOGD dans les 24 heures. Il y a une petite nuance, si on suspecte très fortement une rupture de varice œsophagienne, même chez un patient stable, on essaye de la faire encore plus tôt, dans les 12 heures. Est-ce qu'il y a une préparation spéciale ? J'imagine que si l'estomac est plein de sang, on ne voit pas grand-chose. C'est un vrai problème, oui. Pour essayer d'améliorer la visibilité, on peut parfois donner un médicament juste avant l'examen, l'érythromycine en intraveineux. C'est un antibiotique à la base, mais il a aussi un effet prokinétique, c'est-à-dire qu'il accélère la vidange de l'estomac. Ça peut aider à évacuer le sang et les caillots. Intéressant. Alors, quelles sont les causes les plus fréquentes qu'on découvre lors d'une EOJD pour une hémorragie haute ? La cause numéro 1, de loin, c'est l'ulcère gastro-duodénal. Un trou, une perte de substance dans la paroi de l'estomac ou du duodénum. Et là, il faut chercher pourquoi il y a cet ulcère. Toujours. Est-ce qu'il y a une infection par Helicobacter pylori? Est-ce que la personne prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens AINS, de l'aspirine, des corticoïdes? Est-ce qu'elle prend des anticoagulants? Est-ce qu'elle fume? Ce sont les facteurs favorisants classiques. L'endoscopie va confirmer l'ulcère, évaluer le risque de récidive avec la classification de Forrest. Vous pouvez nous rappeler vite fait cette classification ? Oui. Forrest-IA, c'est un saignement actif en jet, très haut risque. IB, c'est un saignement en nappe. IA, c'est un vaisseau visible mais qui ne saigne pas activement. IB, c'est un caillot adhérent. IC, ce sont des taches noires sur le fond de l'ulcère. Et 3, c'est un fond propre, sans signe de saignement récent. Le risque de ressaigner diminue de IA à IB vers 3. Et l'endoscopie permet de traiter les stades à haut risque, de IA à IB. Certains ulcères sont plus dangereux que d'autres. Oui, ceux qui sont situés près de grosses artères, comme l'artère gastro-duodénale derrière le bulbe duodénal, ou l'artère gastrique gauche sur la petite courbure de l'estomac, ils peuvent donner des hémorragies massives. Il y a aussi l'ulcération de Dieu-la-Foi, une petite artère anormale juste sous la muqueuse qui peut se rompre. Ok pour l'ulcère. La deuxième grande cause de saignement haut, c'est l'hypertension portale. Le plus souvent, c'est dû à une cirrhose du foie. La pression augmente dans les veines qui drainent le tube digestif et ça crée des varices, des sortes de veines dilatées et fragiles. surtout dans l'œsophage. Principalement dans l'œsophage, oui. Mais on peut aussi avoir des varices dans l'estomac ou une fragilité diffuse de la muqueuse de l'estomac, la gastropathie d'hypertension portale. C'est pour ça qu'on donne l'octréotide ou la terlipressine d'emblée, si on suspecte ça, et l'antibiothérapie chez le cirrhotique. Et le point important, un cirrhotique peut avoir autre chose qu'une rupture de varice. Absolument. C'est même fréquent qu'un patient cirrhotique ait aussi un ulcère gastro-duodénal. Parfois, il faut traiter les deux au début. IPP pour l'ulcère potentiel et octréotide terlipressine pour les varices potentielles. D'autres causes hautes, peut-être moins fréquentes. On peut avoir une œsophagite, une inflammation de l'œsophage due au reflux, à des médicaments ou autres. Mais ça saigne rarement de façon importante. Il y a aussi le syndrome de Mallory-Weiss. Ah oui, la déchirure après avoir vomi. Ah, C'est ça, une déchirure superficielle, longitudinale, juste à la jonction entre l'œsophage et l'estomac. Ça arrive typiquement après des efforts de vomissement intenses. Souvent, la personne vomit d'abord de la nourriture, puis du sang. C'est souvent moins grave qu'un ulcère ou une rupture de varice. bien. Passons maintenant aux hémorragies qui semblent venir d'en bas.
L'exploration se fait par coloscopie. Oui, la coloscopie va regarder tout le côlon et la fin de l'intestin grêle, l'iléon terminal. Par contre, la coloscopie demande une préparation. Il faut que le côlon soit propre. Donc on la fait souvent après le OGD si celle-ci n'a rien trouvé. Ou alors, si tous les signes pointent d'emblée vers une origine basse, rectoragie peu abondante chez quelqu'un de stable par exemple, on peut la programmer dans les jours qui suivent. Et si on ne trouve rien avec le OGD et la coloscopie, mais qu'on pense que ça saigne quand même? Alors il faut suspecter l'intestin grêle, cette longue partie entre le duodénum et le côlon. Il est difficile d'accès. On peut utiliser une vidéocapsule, une petite caméra que le patient avale et qui prend des photos, ou faire une entéroscopie, une endoscopie spéciale pour explorer plus loin dans le grêle. Quelles sont les causes les plus fréquentes de saignement digestif bas trouvées en coloscopie? Chez les personnes d'un certain âge, 2 causes sont très fréquentes. D'abord, la diverticulose colique. Les petites poches sur le côlon. Exactement. Un petit vaisseau sanguin à la base d'un diverticule peut se fragiliser, se rompre. Ça donne souvent un saignement assez brutal, mais qui s'arrête spontanément dans la majorité des cas. Le souci, c'est que beaucoup de gens ont des diverticules avec l'âge, donc en voir ne veut pas dire que ce sont eux la cause, sauf si on voit le saignement actif ou des signes récents sur un diverticule précis. Et la deuxième cause fréquente en bas chez les personnes âgées? Les enviodysplasies. Ce sont des petites malformations vasculaires, des sortes de petits amas de vaisseaux anormaux et fragiles dans la paroi du côlon. Ça peut saigner, souvent de façon chronique ou récidivante. On peut les traiter par coagulation pendant la coloscopie, mais comme pour les diverticules, leur simple présence n'est pas une preuve absolue. Et en dehors de ça, quelles autres causes de saignement bas? On peut trouver des ulcérations coliques, dues aux AINS par exemple, ou dans le cadre de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, MICI, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Il y a aussi les tumeurs, polypes ou cancers du côlon. Le saignement est souvent plus chronique, occulte ou peu abondant. D'autres inflammations du côlon? Oui. Les colites, elles peuvent être infectieuses, ischémiques si le côlon manque d'oxygène, ou radiques après une radiothérapie pelvienne. L'interrogatoire aide beaucoup pour orienter vers ces causes. Et puis il ne faut pas oublier les hémorroïdes. Cause très fréquente de sang rouge. Très fréquente, oui. Surtout du sang sur le papier ou quelques gouttes dans la cuvette. Mais c'est un diagnostic d'élimination. Il ne faut jamais attribuer un saignement aux hémorroïdes sans avoir vérifié par coloscopie qu'il n'y a rien de plus grave au-dessus, en particulier une tumeur. C'est une règle d'or. Très important. Une fois la cause identifiée, parlons du traitement spécifique. On a déjà évoqué l'hémostase pendant l'endoscopie. Oui, c'est un des traitements majeurs. On utilise différentes techniques. Injection de sérum adrénaliné pour la vasoconstriction, pose de clip pour fermer mécaniquement un vaisseau, coagulation par méthode thermique ou ligature élastique pour les varices œsophagiennes. Souvent, on combine plusieurs méthodes. Et les médicaments, au-delà de la phase aiguë, comment on adapte? Pour les IPP, si on a traité un ulcère à haut risque de récidive, Forest IA, AIB, on les continue en intraveineur à forte dose pendant 72 heures. Ensuite, on passe par la bouche, PO, mais toujours à double dose pendant plusieurs semaines. Si l'ulcère était à bas risque, Forest IC ou 3, on peut passer directement à la double dose orale après l'endoscopie. Et s'il n'y avait pas d'ulcère? On arrête les IPP, sauf s'il y a une autre raison d'en prendre. Pour l'hypertension portale, si on a traité des varices, on continue l'octréotide ou la terlipressine pendant quelques jours, 3 à 5 jours souvent, puis on introduit des bêta-bloquants non cardiosélectifs en prévention secondaire pour éviter que ça ressaigne. Et on n'oublie pas les antibiotiques chez le cirrhotique, pour 5 à 7 jours. Et le traitement pour Helicobacter pylori, s'il était présent? Ça, on le fait plus tard, à distance de l'épisode aigu. Ce n'est pas une urgence. Mais il faudra l'éradiquer pour éviter que l'ulcère ne revienne. Que se passe-t-il si l'endoscopie ne suffit pas? Si ça continue de saigner ou si ça reprend très vite? C'est l'échec du traitement endoscopique. On peut parfois tenter une deuxième endoscopie, un second look, pour essayer de refaire un geste d'hémostase. Et si ça échoue encore? Artères, repérer l'artère qui saigne dans l'estomac ou le duodénum et la boucher avec des petites particules ou des spires métalliques. C'est très efficace dans beaucoup de cas. En dernier recours, si même ça échoue ou n'est pas possible, il reste la chirurgie. Ouvrir et suturer l'ulcère ou parfois enlever une partie de l'estomac, gastrectomie d'hémostase. Et pour les varices qui résistent au traitement endoscopique et médical, l'option de sauvetage, c'est le TIPS. Shunt portosystémique intrahépatique par voie transjugulaire. C'est une procédure assez lourde, faite par des radiologues ou des hépatologues interventionnels.
On crée un canal artificiel à l'intérieur du foie pour dériver le sang du système porte vers la circulation générale et ainsi faire baisser la pression dans les varices. Mais avec des risques. Oui, le risque principal est de provoquer ou d'aggraver l'encéphalopathie hépatique, car le sang ne passe plus aussi bien par le foie pour être épuré. C'est réservé aux situations difficiles. Si on devait synthétiser les messages vraiment clés à retenir, les points essentiels de toute cette discussion, je dirais, primo, la tachycardie est le signe d'alerte précoce du choc avant même la chute de tension. Deuxièmement, attention aux bêta-bloquants qui peuvent la masquer. Tertio, un patient cirrhotique qui saigne égale antibiothérapie systématique. Et pensez qu'il peut avoir un ulcère ou tout des varices. D'accord. Ensuite, quarto. Toujours rechercher et corriger les facteurs favorisants, arrêter les ANS si possible, gérer au mieux les anticoagulants et antiagrégants, chercher et traiter H. pylori à distance. Et quinto, ne jamais banaliser une rectoragie, même minime, même si on connaît des hémorroïdes. Il faut une coloscopie pour être sûr qu'il n'y a pas de cancer ou autre lésion grave derrière. C'est très clair. Donc, reconnaître les signes hémorragie, hématémèse, méléna, rectoragie, évaluer la gravité, le pouls, agir vite pour stabiliser si besoin, perfusion, sang, IPP, plus/moins octréotide, trouver la cause, endo haute ou basse, et traiter spécifiquement hémostase endoscopique, médicaments ciblés et options de secours. Voilà, c'est une bonne feuille de route pour aborder cette urgence médicale fréquente et potentiellement grave. Pour conclure, une petite réflexion qui m'est venue en parcourant ces informations. Toute cette prise en charge de l'hémorragie digestive, c'est un très bel exemple de médecine protocolaire, rapide, structurée, où chaque minute compte pour sauver une vie. Oui, c'est vrai. C'est assez codifié. Mais ça montre aussi à quel point chaque situation est unique. Prenons l'exemple, juste évoqué, du patient qui a eu un stent cardiaque récemment. Il a absolument besoin de ses antiagrégants pour éviter que son artère se rebouche. C'est vital pour son cœur. Mais voilà qu'il prend aussi des anti-inflammatoires pour une douleur et il se met à saigner de l'estomac. Le dilemme classique. Exactement. On arrête les antiagrégants, on risque l'infarctus. On les continue, on risque l'hémorragie incontrôlable. Comment on choisit? Comment on pèse ces risques? Ça va bien au-delà du protocole. Ça demande une évaluation fine, une discussion, parfois des compromis difficiles. C'est peut-être ça aussi, l'art médical, non? Gérer ces complexités individuelles. Absolument. C'est là que l'expérience et le jugement clinique prennent tout leur sens, au-delà des algorithmes. Une excellente illustration de la pratique quotidienne.